Et tout de suite, un écrivain dans Écosystème. Bonjour Roberto Garcia. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes écrivain, vous êtes aussi président de Health Management Support Team. C'est quoi? C'est ma société, une société de conseil en santé mondiale. On conseille les pays à revenus faibles et intermédiaires à organiser leur système de santé, notamment pour les maladies transmissibles. Donc, on a été assez. Vous avez eu un peu de travail. On a eu pas mal de travail, ces effectivement, deux dernières malheureusement, années, ces deux dernières années, effectivement. Et vous appuyez sur votre expérience professionnelle pour avoir créé cette société de conseil. Quelle expérience? Oui, j'ai travaillé pour les Nations Unies, pour l'Union européenne, pour le Fonds mondial, qui a été la première grande fondation multilatérale pour lutter contre les trois grandes pandémies, le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Et après, je me suis retiré, je n'étais plus fonctionnaire international et je suis devenu indépendant. Et j'ai monté cette société qui fait depuis 10 ans ce type de travail. Et donc, vous avez choisi pour vous accompagner aujourd'hui Benoît Duchâteau-Arminjon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Cruz Artmej, je ne suis pas sûr de la prononciation. Si, c'est ça. Ça veut dire Nouvelle Famille en cambodgien. D'accord, et c'est une fondation, une ONG qui œuvre au Cambodge. Vous nous expliquerez tout ce que vous faites dans un instant. Mais je voudrais quand même détailler l'histoire de vos livres. Alors, ça, c'est le tout dernier. Il vient de sortir, hein, c'est ça? Histoire de presse, donc génial. vous avez l'exclu. Ah, bah donc ça s'appelle Didi Paradise. C'est la deuxième partie d'une histoire qui est donc en deux actes. Il y avait un éléphant dans une chaussette, publié donc aux éditions Atramenta, c'est ça? C'est ça. C'est quoi l'histoire? Eh ben, c'est qu'en 2010, il m'arrive une petite histoire avec les Nations Unies. Je gérais un gros paquet d'argent, j'allais dire, au Congo, de 200 millions de dollars. C'est une grosse opération. Oui. Puis il y a eu des embroglios avec un consultant qui a été un petit peu malhonnête. Et donc, je me suis retrouvé dans une spirale un petit peu où on m'a accusé pendant un temps. Je vous rassure, tout s'est bien passé par la suite. Oui. Mais pendant cette période, j'étais un peu fâché. Donc, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Onuswa qui mal y pense, où je critiquais un petit peu, je m'autorisais la critique de la légendaire bureaucratie onusienne. Oui. Mais bon, je suis très multilatéral, donc ce n'était pas une mauvaise critique, mais j'étais un peu fâché. Et puis après, je me suis pris au jeu de l'écriture et j'ai écrit la deuxième partie, Didi Paradise, voilà, qui paraît maintenant. Et donc, on a republié le 1 sous un autre nom qui s'appelle Un éléphant dans une chaussette, qui dit un petit peu ce que c'est. Et ça raconte quoi, Didi Paradise? Alors, Didi Paradise, c'est l'histoire de deux. Donc, le premier livre, c'est en fait un policier qui rencontre un golden boy de l'humanitaire qui s'appelle Romero et qui gère son programme humanitaire comme si c'était le directeur marketing de Coca-Cola. Et ce policier qui est beaucoup plus orthodoxe, lui se dit ce type ne peut pas être honnête, c'est sûr il en croque, donc il le traque. Et donc dans le premier livre, il y a toute une traque qui se passe au Congo. Oui. Et dans le deuxième, j'ai inventé la suite. 5 ans plus tard, ces deux personnages se retrouvent et ils le traquent, mais là on est plus en Asie. Chez les Phnong, dans les ethnies du nord du Cambodge, au Cambodge, en Thaïlande. Et voilà, c'est ces deux personnages. Et au milieu, il y a un personnage qui est un Congolais, transgenre, qui rêve d'aller en Thaïlande pour une nouvelle vie. Et voilà, donc il y a plein de personnages qui se croisent. Et c'est sur le terrain de la compassion humanitaire. Alors, je voulais vous faire parler des livres et raconter ces histoires parce que vous êtes dans un engagement humanitaire aussi avec ces livres. Comment? Ah, complètement. C'est-à-dire que, vous savez, déjà avec les livres, on ne gagne pas beaucoup d'argent, à moins que je sois un best-seller, mais bon, on va voir, peut-être ce serait bien. Et j'avais envie, cette fois-ci, je me suis dit, j'ai envie de donner, ça fait 25 ans que je travaille dans cet univers de l'aide au développement, et j'avais envie de donner ça à des associations qui font un travail qui me tient à cœur. Et il y en a 3. Il y a celle de Benito, je pense qu'on va en parler maintenant. Il y a aussi la fondation du docteur Mukwege, le premier livre commence au Congo et qui fait un travail remarquable dans l'est du Congo pour malheureusement réparer les femmes qui ont été abusées et qui ont été mutilées. C'est un chirurgien. Et donc on reverse aussi à l'Opals, qui a été une des premières associations de lutte contre le sida en France, qui a été créée par le professeur Gentilini, qui travaille beaucoup actuellement sur les faux médicaments, qui est un vrai problème en Afrique. Alors, et on va parler effectivement de l'œuvre, de ce que vous faites depuis combien d'années d'ailleurs au Cambodge? 30 ans. 30 ans, puisque je suis arrivé en fait en Asie en 89 comme contrôleur de gestion pour le groupe Accor. Et puis très rapidement, j'ai visité un camp de réfugiés qui était le camp de Site 2. C'est la deuxième ville de Cambodgien dans le monde à la frontière thaïlandaise, avec 215 000 personnes. Et là, ça a été un choc. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à retourner travailler chez Accor. J'ai pris une année sabbatique, j'ai travaillé là. J'ai développé avec des Cambodgiens une première structure pour des enfants abandonnés. Et une fois que la paix a été signée, on a rapatrié tout ce monde-là au Cambodge et on a continué le développement, notamment des écoles pour enfants aveugles, des écoles pour enfants sourds. Ça veut dire que vous avez créé en 30 ans plusieurs écoles pour ces enfants? On a monté plus de 60 projets qui, petit à petit, ont été transférés au gouvernement, sachant que, pour moi, l'humanitaire n'est pas là pour rester et continuer tout seul. C'est important
temps que les autorités reprennent le relais. Et donc j'ai travaillé avec le Premier ministre notamment pour que le ministère de l'Éducation cambodgien reprenne l'ensemble des écoles pour enfants aveugles et pour enfants sourds, ce qui s'est fait en 2019. Ouais, ce qui est un bel aboutissement. Qu'est-ce que ça représente ce partenariat, ce geste de Roberto Garcia? Alors, ça me touche beaucoup, sachant que je connais bien Roberto, puisque en dehors de mon activité donc bénévole pour COSART-MEI, j'ai eu aussi des activités professionnelles. J'ai été auditeur sur un des premiers programmes qu'il a amené au Cambodge, qui était un programme de lutte contre le paludisme avec l'Union européenne. Donc, c'est quelque chose que je connais bien, Roberto, je l'ai suivi. J'ai lu le premier livre que j'ai beaucoup aimé. Il en a tiré une pièce de théâtre. Et du coup, j'ai été très, très honoré qu'il pense à COSART-MEI pour le reversement d'une partie des droits. Mais alors, je reviens, vous dites, vous avez donné les clés au ministère, mais il y a de nouveaux projets, il y a d'autres projets pour votre fondation? Oui, on a passé l'ensemble des écoles pour enfants aveugles et pour enfants sourds, mais on a conservé en fait les centres enfants des rues, les centres de protection pour enfants et un programme culturel qui, lui, sera transféré au ministère de la Culture en 2025. Dans le cadre de votre société de conseil, vous mettez en œuvre aussi ces valeurs, ces principes? Ah, complètement. Moi, j'ai toujours été un fervent, j'étais un militant, même si je suis un peu plus du côté des ministères de la Santé. Ouais. Et donc, j'ai toujours aimé les initiatives qui prennent un petit peu à rebrousse-poil les limites en fait, des systèmes des Nations Unies. Moi, je suis un fervent supporter, j'allais dire, du multilatéral. On l'a vu sur la Covid. On est dans un monde où tout est interconnecté. On a besoin de travailler tous ensemble, c'est clair. Mais en termes de mise en œuvre, on se rend compte aussi, on ne peut pas le faire au niveau central. Il faut le faire avec des initiatives. Et il y a des énergies, de temps en temps, qui sont énormes. Et donc Benoît, moi quand j'ai vu ce qu'il faisait au début, je me suis dit tiens, quelle initiative. Et bon voilà, ça devient un projet qui est un exemple, parce que ce qu'il ne dit pas, c'est qu'aucun des expatriés ne reçoit de salaire. C'est vraiment bénévole, même pas volontaire, c'est bénévole. Seulement les salaires pour les locaux, pour les Cambodgiens. Et quand on voit que ces programmes qui ne sont pas toujours voués, parce que souvent les ONG, elles ont des programmes et puis après il faut qu'elles continuent à survivre, malheureusement. C'est pas le cas ici. Il a eu la présence d'esprit et la vision de se dire à un moment il va falloir faire un handover, comme on dit, et il l'a fait. Et donc c'était époustouflant, le faire au niveau du ministère de l'Éducation il y a 1 an ou 2 ans maintenant. Et j'ai trouvé que c'était le moment de le mettre à l'honneur. Et ben c'est fait grâce à votre présence dans cette émission. Et je rappelle le titre donc du tome 2, Didi Paradise. Merci à tous les deux d'être venus partager cette expérience commune dans Écosystème. C'est d'ailleurs la fin de cette émission. Vous pouvez, on serait ravis de vous accueillir ici, participer en nous écrivant, envoyer vos candidatures en quelque sorte, vos idées, vos noms d'entreprise à l'adresse demain@apm.media. À très bientôt dans notre écosystème.